Bonsoir à tous, chers amis du Cercle Aristote. Et ce soir, nous allons vous présenter les grands courants de la musique classique avec notre invité Théophile Devard, qui se présentera brièvement et effectuera une petite présentation d'une durée moyenne d'une petite heure, c'est ça? C'est exact, ouais. Très bien. Donc, je tiens à vous rappeler avant tout que vous pouvez poser vos questions dans le chat au long de cette émission, elles seront relevées et elles seront posées à la fin si nous en avons le temps, mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Théophile, je vais te laisser la parole. Eh bien, chers amis du cercle, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour écouter mon propos de ce soir. Alors, dans un premier temps, je vais un peu me présenter pour ceux qui ont la chance ou la malchance de ne pas encore me connaître, c'est selon. Ensuite, je vais juste trancher une petite question concernant l'appellation de la musique que nous allons écouter ce soir, c'est-à-dire l'expression musique classique et pourquoi en réalité elle est impropre pour la discussion. Et ensuite, nous rentrerons dans le vif du sujet. Donc, je me présente, je me nomme Théophile, ce qui est un nom d'emprunt, et je suis accompagnateur dans un conservatoire en France. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un accompagnateur, en réalité, c'est très simple. Si vous inscrivez vos enfants dans un conservatoire en classe de violon, en classe de flûte, de clarinette, de n'importe quel instrument de l'orchestre, il sera amené dans sa scolarité musicale à jouer avec un pianiste son morceau, car le répertoire de ces instruments-là a été écrit pour instruments solo et pour accompagnement piano. Et donc, je suis cet accompagnateur. J'accompagne les élèves dans toute leur scolarité jusqu'à leurs concerts, leurs examens. Voilà. C'est mon travail, c'est le corps de mon métier. Pourquoi est-ce que je fais des émissions en cercle Aristote? En fait, c'est très simple. J'en fais régulièrement sur le Discord depuis 2 ans, suite à une constatation personnelle que j'ai faite selon laquelle le niveau musical du commun des mortels baisse affreusement et je voulais essayer de faire quelque chose avec mes modestes moyens et mes modestes connaissances. J'ai contacté Pierre-Yves à ce sujet et il m'a donné ma chance sur le Discord et j'ai une promotion ce soir puisque maintenant je m'exprime sur le Twitch. Encore une fois, un grand merci au Cercle Aristote pour leur confiance, pour à Pierre-Yves et à toute l'équipe et un grand merci à la régie de ce soir, bien sûr. Voilà, maintenant, deuxième partie, à propos de l'expression musique classique. Pourquoi est-ce qu'en réalité, elle est impropre à la discussion? En fait, musique classique, on va voir ce soir que c'est un courant de la musique qui est très particulier. Ça regroupe une tranche musicale de notre histoire qui est vraiment très précise. Et donc ça ne regroupe pas tout ce dont on va parler. C'est pour ça que je préfère, pour ma part, parler de musique savante occidentale. Alors je sais que sur internet, musique savante, ça peut en faire bondir certains. J'ai vu certains vulgarisateurs de musique classique pousser des cris d'orfraie à propos de cette expression, parce que c'est discriminant, parce qu'il y a des musiques, qui sont populaires, mais qui ont aussi un geste savant, bien entendu, ceci est exact. Néanmoins, moi, il me semble que cette expression est juste parce que le corps principal de cette musique relève d'un trait qui est plutôt savant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intuition, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ressenti là-dedans, ça veut juste dire que la balance tend un peu plus sur tout ce qui est les recherches d'ordre intellectuel. C'est tout ce que ça veut dire. Voilà, c'est pour ça que je préférerais parler avec vous de musique savante occidentale. Voilà. Le débat est donc clos. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Comment ça va se passer ce soir? Ça va être très simple. On va brosser 4 états, 4 grands courants, donc baroque, classique, romantique et musique française à partir de 1870. Et je vais utiliser 3 ou 4 mots par époque pour guider un petit peu mon raisonnement, mes réflexions et ainsi vous proposer différentes approches auditives. J'ai dit qu'on allait commencer par la musique baroque, eh bien, je vais déjà me contredire, on va commencer d'abord par le Moyen Âge. Alors le Moyen Âge, c'est une époque qui est bien trop vaste pour être évoquée ce soir avec vous, et en plus de ça, c'est un domaine tellement précis que j'en ai des connaissances très limitées. Néanmoins, je tenais à vous faire partager un petit paragraphe qui figure dans l'histoire musicale du Moyen Âge écrit par Jacques Chaillet dans les années 50, que j'ai lu il n'y a pas longtemps et qui est un ouvrage absolument merveilleux.
Et je vous livre sa conclusion qui, je pense, devrait vous intéresser. Je cite: «Nous serions d'autant plus coupables de méconnaître cette vérité que durant 5 siècles, tout le Moyen Âge, où se forgea peu à peu la langue musicale que nous parlons encore, un pays se maintint sans cesse à l'avant-garde et ne cessa d'être salué par l'Europe entière comme son maître incontesté, et ce pays, c'est le nôtre. La musique des temps modernes est, comme l'art des cathédrales, l'opus francigenum que saluait au XIIIe siècle un auteur allemand.» C'est quelque chose que je crois on n'est pas grand monde à savoir. En tout cas, moi, je ne le savais pas, mais c'est que la musique, la musique de maintenant et en particulier la musique du Moyen Âge, repose principalement sur un pays et ce pays, c'est donc la France. Voilà. On va commencer maintenant à rentrer dans le vif de notre sujet de ce soir avec la musique baroque. Musique baroque, alors je la fais commencer pour ma part vers 1550, sur le sortir du Concile de Trente, et on l'a fait terminer traditionnellement en 1750 avec la mort de Bach. On va donc essayer de brasser avec 4 mots 200 ans de musique. Vous comprendrez bien que je vais essentialiser au maximum. Il y a bien entendu plein d'exceptions, plein de choses qui vont arriver autres que ce que je vais dire, mais j'espère que je balayerai l'essentiel de la chose. Premier mot pour qualifier la musique baroque, ce sera le mot discours. La musique est un discours qui raconte quelque chose en musique. Et on va commencer tout de suite par une musique qui raconte plusieurs discours. Il est possible de faire entendre plusieurs voix qui dialoguent entre elles en même temps. C'est l'héritage de longues pratiques polyphoniques ayant cours durant la période précédente, qui est la période de Renaissance. Polyphonie, c'est ce qu'on appelle poly, plusieurs, phonie, voix. Et on va tout de suite écouter ce qui est en musique baroque et le summum de la polyphonie, qui est ce qu'on appelle la fugue. Un discours où plusieurs voix se mêlent entre elles, elles interagissent selon des règles bien précises, qui sont des règles qui vont commencer à avoir cours dans la musique baroque et qui sont des règles liées à la verticalité de la musique, c'est-à-dire quand plusieurs sons se rencontrent, des lois vont petit à petit régir la rencontre de ces sons. C'est ce qu'on appelle l'harmonie. On écoute tout de suite une fugue de Bach. Comme vous venez de l'entendre, ça pétille, ça va dans tous les sens, mais en même temps, il n'y a pas cacophonie, il y a harmonie à travers tous ces dialogues de voix. Je continue dans la catégorie discours. La musique est un discours qui doit être intelligible, c'est-à-dire qui doit être bien clair. Et c'est à cette époque-là qu'on va aimer les choses de plus en plus claires, c'est-à-dire les choses qui seront de moins en moins relevant de moins en moins de l'intellect, du travail, je veux dire par intellect du travail, oui, intellectuel, et qui vont plus relever de plus en plus du plaisir des oreilles, même s'il y a encore beaucoup de travail derrière. On verra que c'est à l'époque suivante que la bascule va se faire, hein. Les règles liées à l'harmonie, à la verticalité des sons vont être de plus en plus prépondérantes par rapport aux règles liées aux voix, comme on avait pu l'entendre à la Renaissance. La voix qui va être la plus importante va être la voix du dessus. C'est celle qu'on va identifier beaucoup plus facilement. C'est la voix suprême, vox supremus, en latin, voix soprano. Et le but des autres voix qui vont être en dessous va être d'accompagner cette voix qui va dominer l'ensemble de la musique. Et justement, quel style de musique
a une voix en haut avec un ou plusieurs instruments qui l'accompagnent. C'est un style de musique qui va apparaître justement pendant l'époque baroque, vers 1600. On le date de 1600 et ce style, c'est l'opéra. C'est le style par excellence où l'intelligibilité de la musique et du texte qui est déclamé est prépondérant par rapport à la polyphonie. On écoute un extrait d'un air d'opéra de Handel. Jules César, donc c'est le nom d'opéra, et ça c'est l'air Piangere la sorte mia, c'est l'air de Cléopâtre. Et comme vous venez de l'entendre, toute l'attention est portée sur ce que dit Cléopâtre pendant son air d'opéra et sur les sentiments, les sensations qui émanent de son chant. C'est absolument fabuleux. Deuxième mot pour l'époque baroque, et ce mot c'est Dieu. On chante et on joue pour la gloire de Dieu à cette époque-là, qu'il soit catholique ou protestant, et on cherche à traduire la magnificence, évidemment, de Dieu et plein d'autres aspects, bien sûr. On peut traduire la colère de Dieu, la, la, non, la tempérance de Dieu, on peut la clémence de Dieu. Dieu est un personnage important de l'époque baroque. On lui compose des pièces pour les fêtes liées au culte. Par exemple, les cantates ou les passions de Bach relèvent de cette catégorie-là. Vous avez aussi un style qui apparaît à cette époque-là qui est l'oratorio. C'est l'opéra avec sujet religieux, moins la mise en scène. Ça s'appelle oratorio parce que c'est la première pièce de cette nature, c'est faite dans un oratoire. Et vous avez aussi des pièces pour le culte catholique, pour les messes, pour les leçons de ténèbres, pour vraiment les pièces du quotidien pour le culte. Et on va en écouter une qui est sans doute l'une des plus connues relevant du baroque français, le Te Deum de Charpentier. Alors, relevant de la magnificence de Dieu, je crois qu'on peut difficilement faire mieux. C'est absolument magnifique.
Et dernier mot pour la musique baroque, ce mot va être danse. Car c'est une époque où on aime danser et cela se sent dans la musique, qu'elle soit faite pour la danse ou pas. Il y a toujours un petit côté relevé, dansant qui circule dans cette musique. Ça prendra la forme de ballets. On compose vraiment des ballets pour la danse. On met aussi des ballets dans d'autres œuvres. C'est le cas dans les tragédies lyriques. Et on va aussi composer une pièce, une forme de musicale pour instrumentale qui s'appellera d'abord Sonata da Camera et qui deviendra par la suite la suite. Et une suite, c'est un recueil de plusieurs danses qui va être joué pour instruments seuls, pour orchestre, pour divers ensembles, avec des danses d'autrefois. La forme standard de la suite, c'est une allemande, une courante, une sarabande et une gigue, des danses de l'époque. On écoute tout de suite une allemande de Couperin au clavecin. Ah, c'est élégant, c'est raffiné, c'est la grande classe. Et si quelqu'un parmi vous sait danser l'allemande, je lui remets la musique et en théorie, il est parfaitement capable de danser dessus. J'en ai fini pour la musique baroque. Attaquons maintenant la musique classique ou, pour être plus précis, le classicisme viennois, car c'est vraiment à Vienne que ça va se passer. On fait commencer traditionnellement cette époque à la mort de Bach, 1750, et grosso modo, on la fait terminer à 1820, qui est la mort de Haydn, l'un de ses principaux représentants. Premier mot pour la musique classique viennoise, ça va être le mot galant. La simplification du langage dont j'ai parlé à la musique baroque, qui commence à la musique baroque, là, va vraiment prendre tout son effet pendant cette époque-là. La musique est un discours et le côté intellectuel qui s'en dégage, qui se dégageait des formes anciennes, donc la fugue, notamment, dont on a parlé, sera moins attrayant pour le public. Ce public sera plus sensible aux choses simplement agréables aux oreilles et distrayantes. Les phrases seront équilibrées, l'écriture sera claire, et on écoute pour cela du Bach, mais cette fois-ci, un des fils de Bach, le plus connu, Carl Philipp Emanuel, dans une sonate pour clarinette, basson et piano. Si on avait à comparer ça avec la fugue que nous avons entendue il y a quelques minutes, on voit bien qu'on n'est pas dans le même monde sonore. Et ce qui est assez marrant, c'est de se dire que c'est le fils de Bach qui a, qui a fait la musique que nous venons d'entendre. On imagine que entre le père et le fils, et les fils, parce qu'il y en a eu plusieurs qui étaient musiciens, les discussions devaient être pour le moins intéressantes. Deuxième mot, ce sera une expression allemande qui nous vient de Goethe, et cette expression est la suivante: Sturm und Drang, tempête et passion. Le compositeur dépeint ses émotions, des émotions passionnées,
et le public se retrouve en lui à travers ce prisme. Les contrastes doivent être forts, d'où le nom tempête et passion. Les harmonies, donc les sons deviennent distendus. La recherche le de la dissonance commence à se faire à cette époque-là. Donc harmonie tourmentée, être intérieur tourmenté. Les passions sont mises sont déballées devant le public et le public s'y retrouve. Et un instrument va être particulièrement choisi pour dépeindre ces émotions. Le mécanisme vient d'être fabriqué en 1720, donc il y a quelques années, et il commence à prendre petit à petit son essor. C'est un instrument qui est capable de faire des nuances très rapidement au clavier. Il est capable de jouer doux et fort. En italien, piano et forte. Donc, c'est l'instrument qui s'appelle le pianoforte et que l'histoire a retenu comme étant le piano. On écoute tout de suite la fantaisie en ut de Mozart, qui est, je pense, une œuvre assez révélatrice de ce Sturm und Drang au piano. Et là, c'est à regret que je dois arrêter cette œuvre, parce que là, on partirait pour plus de 10 minutes de musique, mais vraiment, c'est une œuvre que je vous recommande d'écouter. C'est une œuvre absolument incroyable qui nous fait passer par des régions sonores tout à fait étranges et à la fois merveilleuses. Et dernier mot pour la musique du classicisme viennois, qui, j'ai oublié de le dire, regroupe principalement trois grands compositeurs qui sont Haydn, Mozart et Beethoven. Ça va être le mot construction. C'est à cette époque-là que va se construire ce qu'on appelle le répertoire avec un grand R, tel que l'on peut l'entendre aujourd'hui. Les morceaux qui se font à cette époque-là par nos trois grands compositeurs, et aussi par d'autres bien sûr, vont servir de base de référence pour toutes les générations qui vont arriver après, et jusqu'à maintenant encore, on peut en trouver. C'est à cette époque-là que vont s'établir les principales formes de musique qui ont cours jusqu'à maintenant. Les sonates, les quatuors à cordes, les sonates pour violon, la symphonie, etc., etc. C'est une symphonie que nous allons écouter, précisément la première de Beethoven, justement.
par là que la vérité avec un grand V va se trouver dans l'individu. Et c'est la musique qui va lui servir à notre individu compositeur à aller directement vers son véritable être intérieur et à diffuser ensuite ses trouvailles à un plus large public. Beethoven sera l'idole car c'est celui qui a réussi, du moins ça va être perçu comme ça, qui a réussi à aller le plus loin dans ce voyage à travers son être intérieur, à travers la structure musicale pour ensuite tout faire péter. Et en plus de ça, il était sourd, c'est-à-dire qu'il était totalement coupé du monde extérieur et était entièrement recentré sur lui-même. C'est comme ça que ça va être perçu. Wagner parlait du saint sourd en parlant de Beethoven. Les musiciens, d'ailleurs, en parlant d'individus et donc d'indépendance, commencent à être de plus en plus indépendants vis-à-vis du monde et financièrement aussi, même si c'est un peu à nuancer, mais on va dire ça comme ça pour nous. Et c'est à travers ses propres sentiments intérieurs que le musicien va trouver ses sources de composition. C'est la suite logique du Sturm und Drang. Sentiments intérieurs au sommet desquels figurera l'amour. Les langages musicaux deviennent de plus en plus personnels, la musique est extrêmement expressive, à fleur de peau, et on peut vite tomber dans le tape à l'œil. Et quand on parle de musicien tape à l'œil, on parle forcément en musique de Franz Liszt. Alors pour ceux qui n'auraient pas compris, Franz Liszt était pianiste et dans la catégorie bonjour, je sais jouer beaucoup de notes et je joue très fort du piano, on voit que c'était pas le premier, c'était pas le dernier. J'ai oublié de dire, pardon, que je fais commencer la musique romantique à la mort de Beethoven en 1827 et que pour la finir, c'est un peu compliqué, mais pour se faire comprendre, on va la finir en 1950 avec la mort de l'un des derniers grands romantiques qui est Richard Strauss. Donc, vous l'aurez compris,
Schumann, lui, aura quelques difficultés puisqu'il va se casser le doigt tellement qu'il va travailler. Liszt va pleinement réussir. Lui, Chopin sera plus un virtuose, mais plus intimiste. Lui, les grands concerts, c'était pas trop son truc. Mais c'est à l'écoute de Paganini que ces gens-là vont se lancer dans la carrière et dans la carrière dans leur instrument qui vraiment, continue son ascension et qui est l'instrument roi de l'époque romantique, c'est-à-dire le piano. Dernier mot pour parler de la musique romantique et ça va être le nom d'un pays, ça va être Allemagne. Car qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est ainsi, c'est en Allemagne que ça se passe pendant le 19e siècle et la musique n'y échappe pas. L'Allemagne est un pays qui était en gestation pendant tout le 19e siècle et ça va aboutir au Deuxième Reich de 1870 qui est une date si funeste pour nous, mais qui pour eux a été le sommet de toute une gestation et la musique en a fait partie. Ce pays va chercher pendant le 19e siècle son identité par la musique et ça va créer une vivacité créatrice durant tout ce courant. Une fois de plus, le culte lié à Beethoven sera prépondérant, Beethoven qui était donc germanique, mais également sur la première génération récente de romantiques, Weber, le père de l'opéra allemand, Schubert et Mendelssohn. Mendelssohn qui est juif, qui va se convertir au protestantisme pour se rattacher à ce passif musical allemand. On va également faire aussi référence aux fonds germaniques plus anciens, les légendes nordiques, le Moyen Âge, et c'est ce que nous allons écouter avec Wagner pour l'ouverture de son opéra Tannhäuser qui fait référence aux Minnesänger, les ménestrels allemands du XIIIe siècle. Alors, j'ai parlé de 1870 comme étant une date si funeste dans l'histoire de notre pays. Ça va être également l'occasion pour nos compositeurs de se demander pourquoi est-ce qu'on s'est laissé submerger par la musique allemande et est-ce qu'une réponse ne serait pas envisageable. Et c'est ce qui va se passer à partir de 1870. Va se créer, pour la petite histoire, une société musicale qui s'appelle la Société nationale, fondée entre autres par Camille Saint-Saëns, notre grand compositeur Camille Saint-Saëns, et ils vont utiliser le logo que vous avez actuellement sur votre écran avec le slogan Ars Gallica, donc notre art national. Et donc, pour qualifier la musique qui va émaner de cette réaction, si on peut dire, premier mot, ou du moins expression, clarté et harmonie. Nos compositeurs vont aimer un discours musical extrêmement clair, qui vont rattacher à la clarté de la langue et au plaisir de s'y référer, de la déclamer. Mais cette clarté s'accompagnera d'une quête raffinée du son beau, du son harmonique, beau, à travers le bel enchaînement d'accords, c'est-à-dire de sons plaqués en même temps, l'héritage de la musique baroque. On n'opposera pas un discours clair aux recherches harmoniques sophistiquées, on les complétera. L'harmonie peut être considérée comme une science, plaisante à analyser, mais qui n'exclut pas forcément le bon plaisir du son en lui-même. Et c'est ces deux choses que nous allons entendre, clarté et harmonie, avec une œuvre pour piano de Maurice Ravel, le Tombeau de Couperin, qui fait à la fois référence donc à Couperin, ce que nous avons entendu au tout début
pour l'allemande à l'époque baroque, mais également pour la petite histoire, le tombeau de Couperin est un hommage à tous les amis de Ravel qui sont tombés, les amis artistes qui sont tombés pendant la Première Guerre mondiale. Alors, ce qui est absolument fascinant et merveilleux dans cette musique, c'est que, au niveau du matériau musical en lui-même, il n'y a rien de entièrement neuf. Tout existait déjà avant, mais c'est la relecture, le retravail du matériau musical qui fait qu'on a l'impression que c'est neuf, mais que c'est pas non plus désagréable aux oreilles. C'est fascinant et à ce petit jeu-là, c'est Debussy qui a commencé, peut-être même Fauré, on pourrait dire. Deuxième mot, c'est le mot passé, que je vais mettre au pluriel. Nos compositeurs, pour faire une réponse, pour répondre convenablement à la musique allemande, vont se recentrer sur leur propre passé musical et ils vont chercher à le réhabiliter. Ça va être, comme vous venez de l'entendre, des références à nos vieux compositeurs. Ça va être aussi le retour des danses et des formes d'autrefois. On va recommencer à composer des suites à cette époque-là. On pourrait dire que le tombeau de Couperin est une suite. La redécouverte de nos folklores locaux et la volonté de pacifier nos passés, nos influences, chacun à sa manière. Un exemple parmi tant d'autres, ça va être la réhabilitation d'un instrument qui était tombé en désuétude pendant la Révolution et qui va repoindre le bout de son nez à partir de 1870. Et cet instrument, on l'a entendu également tout à l'heure, c'est le clavecin. Concerto champêtre de Poulenc pour clavecin et orchestre. Alors, on n'est pas forcément habitué à entendre le clavecin de cette façon-là, mais ça fonctionne et ça marche tout à fait. Troisième mot, le mot ailleurs. Nos compositeurs vont aimer poser un regard, leur propre regard sur l'autre avec un grand A, sur tout ce qui n'est pas soi. Ça va être une fascination accompagnée la plupart du temps par un profond respect de ce qui n'est pas moi, de ce qui n'est pas mon propre fond culturel, on pourrait dire. Les thématiques qui vont revenir la plupart du temps sont liées à l'Espagne, par exemple. L'Espagne va être un ailleurs particulièrement prisé de nos compositeurs. À peu près tous ont composé au moins une œuvre sur l'Espagne. Ravel va être particulièrement attiré par le jazz et ce que nous allons écouter maintenant, Debussy par le monde asiatique avec une œuvre qui s'appelle Pagode.
on a vraiment, à travers cette œuvre, on sent vraiment la fascination que pouvait avoir, Debussy pour ces contrées-là. C'est une lumière très spéciale, c'est vraiment magnifique. Et enfin, le dernier mot pour qualifier nos compositeurs à partir de 1870, ça va être le mot religion. Que ce soit à travers la pratique du culte qui va être assumé, je pense notamment à des compositeurs comme Franck ou à Dindy, encore plus, ou simplement un respect pudique, mais qui ne va pas jusqu'à la croyance. Un homme comme Saint-Saëns, par exemple. On va rendre hommage au passé spirituel du pays. Bon nombre de nos compositeurs de cette époque-là seront également organistes ou travaillant pour l'office religieux, Saint-Saëns ou Fauré, par exemple. Ceux qui ne le feront pas n'auront pas de déplaisir à se plonger dans la facture grégorienne ou dans les polyphonies de l'époque baroque. Et un Palestrina va beaucoup revenir chez nos compositeurs. Ça va être le cas pour Debussy, qui va beaucoup aimer travailler sur Palestrina, alors que il n'est pas, son fond catholique est, je pense, à peu près inexistant. Et ce travail-là va leur permettre de trouver musicalement d'autres horizons musicaux, d'autres horizons sonores. On pourrait parler d'intérêt culturel pour la musique liturgique. J'ai parlé de Fauré comme étant un compositeur travaillant pour l'office. On va se quitter avec le Cantique de Jean Racine, qui est son œuvre sans doute l'une de ses œuvres les plus connues avec son Requiem. C'est Fauré a un rapport un peu particulier avec la religion. Donc c'est on- je ne sais pas si elle pourrait être propre au culte en ce moment, j'ai déjà entendu dans des cultes traditionnels, mais toujours est-il que c'est une œuvre qui est quand même toujours agréable à écouter et c'est une œuvre qui a le mérite, je pense, d'être synthétique pour mon propos parce qu'elle regroupe à peu près toutes les tendances que j'ai évoquées ce soir. Euh, Fauré est jeune quand il écrit ça et donc on sent qu'il est très soucieux de mettre tout ce qu'il a appris à l'école dans son œuvre. On écoute tout de suite en entier le cantique de Jean Racine.
Eh bien, chers amis, j'en ai fini pour mon propos de ce soir. Merci de l'avoir écouté. J'espère que ça vous a permis d'y voir un petit peu plus clair dans ce foisonnement musical à travers les 5 siècles que nous avons passés, 4, pardon, les 4 siècles que nous avons traversés ensemble. J'espère revenir vers vous pour d'autres émissions pour vous parler de notre musique française d'à partir de 1870. C'est une thématique que j'aime énormément et j'espère pouvoir l'aborder avec vous dans d'autres émissions. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Et eh bien, en effet, ce sera la fin, la véritable fin de ce live, car il n'y a, semble-t-il, aucune question. En espérant que les sons ont été au moins convenablement diffusés et que cela a su attirer votre curiosité au moins sur certains morceaux et peut-être même sur les divers courants qui ont été présentés. Et eh bien, nous allons pouvoir nous quitter. Nous vous rappelons que si vous voulez soutenir le cercle, n'hésitez pas à adhérer à celui-ci ou simplement à vous abonner à sa chaîne Twitch. Et en espérant vous retrouver pour un live prochain où nous espérons nous serons encore plus nombreux. Merci à tous et très bonne soirée à vous.